Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. On va attendre 5 minutes que tout le monde se connecte. Bienvenue pour ce webinaire révolutionner le contrôle d'aspect visuel dans l'industrie du luxe grâce à l'IA. On avait mis démarrage à 10 heures, mais donc on va attendre 5 petites minutes pour que les 20 participants prévus nous rejoignent. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on apprenne à vous connaître. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente aussi. Pour ma part, je m'appelle Simon Pauvert, je suis product owner de la solution de contrôle vision d'Another Brain. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans la société. Et je vais laisser Loubna se présenter. Alors, moi, c'est Loubna El-Gdari. Je suis ingénieure de recherche en intelligence artificielle et je suis dans l'entreprise depuis à peu près autant que Simon, c'est-à-dire 3 ans. Donc, quelle heure est-il? 10h01. On va attendre au moins jusqu'à 10h02, 10h03. Oui, même 10h05. Même 10h05, okay. le temps que tout le monde arrive. Nous serons accompagnés de nos modérateurs qui vous ont normalement envoyé un message dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions au cours de la présentation, on s'arrêtera pour y répondre. Et n'hésitez pas toujours à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ah, est-ce que on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez correctement? Maxime a des problèmes de son, donc est-ce que c'est global ou seulement Maxime? Ah. On nous dit qu'on nous entend. Normalement, tout le monde nous entend. Donc, comme je le disais, on va attendre 10h05 pour commencer, le temps que tout le monde arrive, pour ce webinaire centré sur l'industrie du luxe et le contrôle d'aspect visuel grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Eric, bonjour Yousra. Bonjour Audrey. Bonjour Simon. Oui, pardon. Je vais dire bonjour à tout le monde. Donc la présentation durera à peu près 30-40 minutes avec un temps pour les questions à la fin. Mais si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Eh bien, je vous propose qu'on commence, il est 10h04. On va se représenter peut-être. On va se représenter. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur le contrôle d'aspect visuel dans l'industrie du luxe, qui va vous décrire un peu l'intelligence artificielle et des use cases qu'on a rencontrés chez Another Brain par rapport à notre solution de contrôle qualité. Pour ma part, je m'appelle Simon Pauvert, je suis product owner de la solution contrôle qualité vision de Another Brain. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans la société. Je vais laisser Loubna se présenter. Alors moi, je m'appelle Loubna El-Gdari, je suis ingénieure de recherche en intelligence artificielle et je suis dans la société depuis à peu près 3 ans. Eh bien, c'est parti. Ah, pardon. Alors, pour commencer, nous allons d'abord commencer par parler des opportunités de l'IA dans le contrôle d'aspect visuel. Ensuite, nous ferons un focus sur le contrôle qualité ou le contrôle d'aspect visuel appliqué à l'industrie du luxe. Nous allons voir ensuite comment l'innovation peut faire la différence quand il s'agit de faire du contrôle qualité et comment nous avons intégré l'intelligence artificielle et toutes les méthodes qui vont autour pour faire du contrôle d'aspect.
intelligence artificielle que tu connais bien parce que tu le développes. Ouais. Un premier focus sur les opportunités de l'IA dans l'industrie en général. Comme vous le savez, le deep learning fonctionne par l'exemple, donc un apprentissage par l'exemple sur un grand nombre de données pour pouvoir intégrer toutes les subtilités du problème auquel on essaie de répondre. Les grands avantages, c'est qu'on peut industrialiser facilement des processus métiers qui se basent sur de la data. Ça nous permet d'optimiser la productivité des effectifs, d'automatiser des tâches répétitives, souvent à basse valeur ajoutée, mais sur lequel on a beaucoup de données. Et donc, c'est un gain de temps dans la prise de décision, à comparer à des solutions classiques où on va dire des fonctions mathématiques classiques sur lesquelles on connaît exactement la formulation. Le problème de l'IA et du deep learning en général, il y a quelques inconvénients quand même, c'est que ça nécessite souvent une quantité massive de données. Si vous prenez l'exemple des Google ou des grands noms de l'intelligence artificielle, ils fonctionnent sur des quantités massives de données avec des banques de serveurs gigantesques, ce qui fait qu'il y a une consommation d'énergie énorme. Souvent, les clients qu'on rencontre, ou en tout cas ceux qui souhaitent nous parler d'IA, ne sont souvent pas rassurés par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a un effet boîte noire qui est souvent dérangeant. On ne comprend pas vraiment la décision du modèle qu'il y a derrière. Et ça demande souvent un besoin de compétences en interne pour implémenter des solutions d'IA, soit une équipe de data scientists en interne qui doit faire le lien souvent avec les process méthodes de l'industrie, ou sinon ça demande de passer par un partenaire, donc des missions pour pouvoir entraîner des modèles d'IA et ensuite les utiliser sur nos lignes de production. Donc les grands enjeux de l'IA aujourd'hui, c'est de passer au niveau supérieur, c'est de réduire la quantité de données nécessaires et la consommation d'énergie dans le but de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur les lignes de production. Du coup, si on parle un peu de contrôle qualité, donc contrôle qualité ou contrôle d'aspect visuel, c'est la même, en tout cas, on va considérer dans cette présentation que c'est la même chose. En fait, c'est quoi? C'est une procédure qui vise à s'assurer qu'un produit est conforme aux exigences du marché, conforme au cahier des charges qui soit fixé par l'entreprise ou par le client. Et du coup, traditionnellement, le contrôle qualité, il est effectué par des opérateurs. Le plus souvent, les opérateurs le font à l'œil nu, en regardant les produits, en décidant si celle-là, elle est défectueuse ou elle est conforme. Mais le problème, c'est que ça pose un certain nombre de problématiques, notamment sur l'opérateur en lui-même, à savoir l'augmentation de la fatigue oculaire, la diminution de l'acuité visuelle, des problèmes de concentration, une forte subjectivité, allant parfois même jusqu'à des troubles musculo-squelettiques. Et donc, tout ça, ça peut impacter la fiabilité des contrôles, ça engendre un turnover qui est important des équipes, et donc ça augmente les temps de formation des opérateurs. Et ça a un impact direct sur la productivité des industriels. Pour exemple, d'ailleurs, on a eu un industriel qui changeait d'opérateur toutes les 20 minutes pour pouvoir observer des défauts de l'ordre du millimètre, car son opérateur fatiguait sur les lignes. Et si on parle maintenant des solutions un peu plus classiques de vision, donc des solutions de capture, qu'elles soient mobiles ou fixes. Mobile, c'est-à-dire avec un bras robotique qui va aller se déplacer pour voir certaines pièces, certains endroits d'une pièce. On a une certaine modularité des résultats et des performances. Ça nécessite pas mal de temps et de moyens pour la configuration. Souvent, on va mobiliser un expert qui va venir faire la configuration. Donc, un expert, ça peut être un intégrateur. Hein, oui, ou un fabricant de machines, ou un ingénieur vision sur place qui va fabriquer une machine spécifique au use case qu'on essaie d'étudier. Un programme spécifique au use case qu'on essaie d'étudier. Et donc, un contrôle qualité, donc tout ça, ça a un impact. Le contrôle qualité, il a une prise en main qui est compliquée. Il manque de flexibilité. Dès la moindre variation, vous allez vouloir changer de produit sur votre chaîne de production. Vous allez devoir faire appel à quelqu'un qui va venir refaire le programme d'inspection. Ça va engendrer des coûts qui vont être supplémentaires pour vous.
Donc ça, c'est le contrôle qualité comme il est fait la plupart du temps dans ce qu'on a pu voir chez nos clients. Un focus sur l'industrie du luxe et pourquoi ces problématiques les touchent. Donc le contrôle qualité dans le luxe, principalement, c'est pour protéger l'image de marque. On est sur des grandes marques, des grandes maisons qui mettent un point d'honneur à sortir des produits de qualité et à ne pas exporter de défauts chez leurs clients. C'est, comme le dit Hubert de Givenchy, c'est le luxe est dans le détail. Donc il y a différents enjeux, une exigence de savoir-faire et des normes de qualité spécifiques. Typiquement, chez un client avec qui on a travaillé, il mettait à peu près 15 minutes pour vérifier un produit, là où sur de la production de masse, on est plutôt de l'ordre de la seconde. Il y a une technicité des pièces avec un grand nombre de matériaux possibles. On va être sur des métaux précieux, on va être sur de l'or, de l'argent, on va être sur des strass, donc beaucoup de reflets pour faire le lien avec les solutions de capture classiques. Et surtout, on est sur des produits vivants qui vivent avec le personnel qui les produisent. Souvent, un côté assez artisanal. On a des tailles de pièces très différentes et des défauts très différents. Mais bon, l'objectif est de conserver une image de marque haut de gamme. Par rapport à ces enjeux, ces différents besoins, robustifier l'inspection visuelle pour pallier la subjectivité humaine, les opérateurs fatiguent, comme le disait Loubna, mais aussi sur différentes séries, on ne va pas avoir le même niveau de qualité parce que l'opérateur a changé, parce qu'on n'est pas au même moment de la journée. On souhaite, comme tout industriel, réduire les coûts liés aux défauts ou à la non-qualité, ne pas en exporter chez nos clients, ne pas perdre de la production. Et on souhaite toujours gagner en performance, avoir les produits les plus parfaits possibles avec la qualité la plus haute possible. Et donc, on souhaite tracer et digitaliser les inspections pour pouvoir suivre toute cette production. Concernant les types de défauts qu'on recherche, ou en tout cas qui nous sont remontés, on peut avoir des défauts de type manufacturé, comme par exemple sur l'assemblage de pièces. Est-ce que l'assemblage est correctement réalisé? Est-ce que le placement des pièces les unes par rapport aux autres est correctement fait? Est-ce que toutes les pièces sont présentes ou pas? Tous les composants de la pièce sont présents ou pas. On peut aussi avoir des défauts d'aspect. Ça peut être des défauts cosmétiques. Est-ce qu'il y a des taches, des griffures, des rayures? On peut voir les défauts de surface, les défauts de teinte. On peut également contrôler l'intégralité de la pièce, donc la structure, s'il n'y a pas de déformation ou casse de la pièce. En fait, tout ce qui est globalement visible, on pourra faire du contrôle qualité dessus. Et un des enjeux des industriels, c'est d'avoir la même solution qui couvre tous ces défauts. Donc, toute la variabilité de défauts qu'ils peuvent rencontrer. Et souvent, pour le coup, un défaut, c'est inattendu. Donc, souvent, on ne l'a pas prévu, que ce soit dans la défothèque ou même... Imaginez, quoi. Ou même imaginé. Et donc, c'est d'avoir une solution qui détecte tout ce qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, on a travaillé avec 3 grands clients, un client dans l'horlogerie, la joaillerie et la cosmétologie, qui ont des besoins tout à fait différents. Déjà, sur la taille du défaut, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Dans l'horlogerie, on est en dessous du millimètre. On va venir vérifier des rayures, des impacts, des poussières, la présence de rouages, des soudures, etc., que ce soit sur la face visible ou non visible du cadran de montre. On est sur des montres qui sont autour de 40 000 €, donc 25 000 par an, des séries plutôt petites. Et aujourd'hui, pour pouvoir couvrir ce use case, on a fait 2 points d'inspection, un point pour voir la pièce dans sa globalité et un point pour mettre en lumière certains défauts, tout ça avec la même solution. Dans la joaillerie, on est plutôt de l'ordre du millimètre, autour du millimètre. Là, on va être sur des milliers de pièces par an. Et comme on est sur des contrôles qui normalement sont assez manuels, on a besoin de manipuler la pièce pour venir mettre en lumière toujours les défauts qu'on souhaite détecter. On est parti aussi sur un minimum de 2 points d'inspection. Je vous expliquerai après comment fonctionne la solution pour que vous compreniez un peu ce que j'entends par point d'inspection.
En cosmétologie, on va être sur des problématiques de remplissage de produits. Donc, on va être sur des poudriers ou du rouge à lèvres. Donc, quelque chose plutôt orienté production de masse, avec un nombre de points de contrôle. On en a pris 5. Pourquoi ? Pour pouvoir couvrir en fait tout le produit. On vous redétaillera ces use cases à la fin de la présentation pour vous expliquer un peu plus le besoin. Et du coup, en fait, on va parler de l'innovation et en quoi l'innovation peut faire la différence dans le contrôle qualité, dans le contrôle qualité visuel. Donc, grâce à l'innovation, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, pardon, vous allez pouvoir automatiser votre production. Ça va vous permettre de fiabiliser le contrôle qualité, mais aussi de réduire les coûts, donc les coûts qui sont liés juste au contrôle qualité qui est fait aujourd'hui de manière manuelle. On va pouvoir décharger les opérateurs de tâches qui sont répétitives, donc diminuer aussi tous les temps de formation qu'on peut avoir. Et du coup, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Concernant la création de Another Brain, donc nous, on a été créé en 2017 par Bruno Maisonnier, qui a été le créateur d'Aldebaran Robotics, qui a fait 2 robots humanoïdes, Nao et Pepper. On a été labellisé French Tech 120 en 2020 et on regroupe un panel de 60 profils experts dans divers domaines. Et notre objectif à nous, c'est de créer une véritable forme d'intelligence. Donc pour ça, on a défini ce qu'on appelle une organic AI. C'est une nouvelle forme d'intelligence qui se rapproche du fonctionnement du cerveau, qui s'inspire du vivant, pour élargir le champ des possibles, donc qu'il soit aussi adaptable qu'un cerveau humain. Mais en fait, cet algorithme est encore en phase de recherche, et donc du coup, on n'a pas de produit qui utilise encore ces algorithmes qui sont développés. Parallèlement à ça, pour répondre aux demandes du marché, on a créé une business unit en 2019 qui a été consacrée à une solution de contrôle qualité qui embarque des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont propriétaires, donc brevetés. Et on a donc créé ce produit qui s'appelle Phosphore Quality, qui est déjà opérationnel, qu'on a déjà mis sur des chaînes de production chez des clients, qui est surtout axé pour l'industrie 4.0. Pour vous parler un peu plus de cette solution de contrôle qualité que je connais bien, en fait, notre objectif, c'est de respecter les mêmes promesses qu'on souhaite atteindre avec notre Organic AI, c'est-à-dire des promesses d'explicabilité, que nos utilisateurs puissent comprendre ce qui s'est passé derrière ce modèle, des promesses de flexibilité, qu'ils n'aient pas besoin de repasser par nous et qu'on leur apporte tous les outils nécessaires à l'utilisation de cette intelligence artificielle sur leur ligne de production. Et une promesse de quantité de données pour pouvoir configurer la machine. Cette solution industrielle, elle contient 5 choses. Déjà, notre intelligence artificielle, une interface homme-machine simple et intuitive qu'on a développée pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'un opérateur ou un qualiticien ou un ingénieur méthode peut la configurer facilement. Nous, on l'utilise chaque jour et en quelques heures, on peut la prendre en main. Un contrôleur industriel qui contient toute l'intelligence artificielle, tout le programme, toute l'interface homme-machine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion avec nos bureaux ou pas besoin de cloud particulier, vous pouvez l'installer et elle fonctionnera en local. Un robot collaboratif, aujourd'hui, c'est une solution qu'on a designée clé en main. Donc, vous pouvez en fait utiliser le robot pour pouvoir vous déplacer de point de contrôle en point de contrôle. Tout ça en le configurant à travers notre IHM. Et une lampe caméra, pareil, qu'on a designé et qu'on vend à nos clients. L'objectif étant d'avoir une parfaite maîtrise de la capture et de l'éclairage. Le fonctionnement en fait par anneau de LED vous permet de venir éclairer différentes parties de l'objet. Loubna en parlera à la fin de la présentation. Mais donc, voilà, on a une solution qui est vraiment clé en main et facile d'utilisation. Je vous détaillerai le fonctionnement à la fin de cette présentation. Si on revient sur les cas d'usage qu'on vous a présentés tout au début, rapidement, succinctement tout au début,
Le premier consistait c'était de l'horlogerie. En gros, on a eu un client qui était un grand nom de l'horlogerie de luxe, qui voulait du coup s'assurer de la qualité des rouages de ses montres. Il voulait aussi regarder si les rubis étaient bien positionnés, si les cadrans étaient conformes ou pas à ses exigences. Et donc son besoin à lui, c'était de pouvoir inspecter des pièces avec des échelles qui sont extrêmement petites. Et tout ça dans l'objectif de pouvoir soulager les opérateurs de la fatigue oculaire, mais avec le challenge qu'il fallait bien pouvoir faire la différence entre les rayures et de la variabilité qui est liée à la texture des pièces. Et tout ça sous binoculaire. Avec des séries très, très petites, en fait, parce que leur montre change au gré du design qui est fait par leurs ingénieurs. Ouais. Donc avec très très peu de pièces en fait. Et du coup, ce que notre solution elle a pu apporter, ça a permis d'automatiser l'inspection des petites pièces grâce à, Simon l'a dit tout à l'heure, au fait qu'on puisse maîtriser la capture que l'on fait. Ça a permis de décharger les opérateurs du contrôle d'aspect sous binoculaire et de pouvoir séparer les défauts de la variabilité de texture grâce à tout simplement nos algorithmes d'intelligence artificielle. Le deuxième use case dont je vous parlais plus tôt, pour une maison française de luxe spécialisée dans la joaillerie et l'orfèvrerie, on était sur des bijoux, donc des bagues ou des boutons. Le besoin, c'était d'avoir une solution flexible et adaptable aux collections saisonnières. Ils ont des collections qui sont changeantes, un peu comme le use case de l'horlogerie plus tôt. Et c'est de pouvoir reconfigurer la machine à l'infini, de pouvoir réutiliser des configurations passées si une collection réapparaît. Et donc, c'est d'avoir une solution facile à mettre en place et à utiliser sans avoir besoin d'expertise. Aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais on est sur une trentaine de pièces correctes nécessaires à la configuration, avec 5 pièces défectueuses représentatives des défauts que vous avez en production, pour pouvoir arriver à des performances acceptables. Donc on a supprimé, on va dire, tous les éléments non conformes aux normes pour ce client, en mobilisant très peu de pièces pour configurer le contrôle d'aspect. Sur ce use case particulier de boutons, par exemple, on est sur des choses qui brillent, avec beaucoup de strass, qui sont pas forcément placées toujours à la même position. Et donc, l'avantage et ce que va apporter notre solution, c'est de pouvoir atteindre des performances acceptables en comprenant toute la variabilité de ces pièces, tout ça avec très peu de pièces. Le client l'a configuré en autonomie grâce à notre IHM et ensuite a pu la reconfigurer après très peu de formation. L'objectif, c'était de détecter des rayures, des taches, des chocs, des piqûres et des problèmes de teinte, tout ça avec le même entraînement. Concernant la cosmétique, on a été contacté par un grand groupe de fabrication de produits cosmétiques français qui cherchait à optimiser le contrôle d'aspect sur leur gamme de rouge à lèvres et de fard à paupières. En fait, leurs besoins étaient, ce qu'ils faisaient à la base, ils faisaient du contrôle qualité par échantillonnage. Donc, c'est-à-dire que sur leur chaîne de production, ils allaient contrôler uniquement une pièce sur N, donc 5, 10, 20, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre juste de financer en fait, le contrôle qualité sur l'entièreté, l'intégralité de la chaîne de production. Et donc, en fait, leur objectif à eux, c'était vraiment de passer d'un contrôle qualité par échantillonnage à un contrôle qualité global sur l'intégralité de la production. Donc, il faut pouvoir respecter la cadence de production. Ils voulaient également pouvoir analyser les défauts de teinte sur des sur des raisins, des formations professionnelles, désolée, sur des raisins de rouge à lèvres, mais également savoir si le biseau du rouge à lèvres avait été correctement fait. Et donc du coup, nous, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a apporté, c'est effectivement pouvoir faire le contrôle de l'intégralité des produits sur l'intégralité de la production. On a permis d'optimiser la rentabilité en s'adaptant à la cadence de production. Et surtout, on a permis de gérer la traçabilité de la production
parce qu'on prenait les acquisitions et de l'entièreté de tout ce qui était produit. Et parmi les défauts qu'on a pu détecter, on peut nommer les rayures, les taches, des défauts de teinte, d'usure ou encore de frottement. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu le fonctionnement de notre solution de contrôle qualité, qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Vous pouvez utiliser notre solution en seulement 5 étapes. Ah, on a une question d'Audrey. Sur la teinte, on parle bien de teinte en masse et non à l'application? Oui. 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 Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien. Donc comme je disais, vous pouvez utiliser notre solution de contrôle qualité en seulement 5 étapes. Une première étape de configuration à travers l'IHM, une configuration intuitive. Vous allez pouvoir configurer la lumière, la distance Caméra objet. de caméra objet et gérer la mise au point. Lubna en parlera un peu plus par la suite, pour pouvoir commencer à capturer des images. Vous allez pouvoir ensuite du coup capturer cette trentaine d'images nécessaires, donc 30 pièces correctes et 30 pièces non conformes et 5 pièces non conformes représentatives des défauts que vous avez en production. Donc c'est la phase d'apprentissage. Vous allez le faire en autonomie. Donc à travers les l'IHM, vous allez pouvoir capturer les images grâce au robot et ensuite labelliser ces images. Vous avez seulement besoin de labelliser pour pouvoir lancer un apprentissage. Donc plus besoin de défaut-tech exhaustive avec une liste exhaustive de tous les défauts possibles et imaginables en nombre suffisant pour pouvoir y faire des statistiques dessus. Et plus besoin aussi de rentrer un nombre de paramètres importants pour pouvoir configurer la machine comme d'autres systèmes experts pourraient le demander. Ouais, ou de mobiliser un nombre important de pièces en fait. Vous allez ensuite pouvoir rentrer dans la phase d'inspection. Je vais m'arrêter un peu sur cette interface. Ce que vous allez voir sur cette interface, c'est déjà si l'objet est bien détecté. Donc le système va retrouver l'objet sous la caméra. Ensuite, sur la zone détourée, il va effectuer une détection d'anomalie. Vous allez voir en bas à droite ce qu'on appelle une anomalie map ou une carte de chaleur, avec en rose la zone en défaut, typiquement sur ce cadran de montre. Ça permet à l'opérateur déjà de voir si la pièce est OK ou KO, et ensuite de regarder si elle est vraiment KO en localisant le défaut, typiquement sur ce cadran de montre. Ça permet aussi d'expliquer la décision qui a été prise par l'algorithme. Plus c'est rose, plus c'est en défaut. Et donc, en fait, si la pièce a été considérée comme étant un défaut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rose, donc une zone qui paraît être suspecte. Dans cette IHM, vous allez retrouver aussi une reconstruction de ce que notre intelligence artificielle considère comme une pièce parfaite. Ça permet de voir quelle zone est comprise par notre intelligence artificielle. C'est pour vous apporter plus d'explicabilité vis-à-vis de cette intelligence artificielle. Et ensuite, si les performances vous conviennent, vous allez pouvoir continuer à inspecter toute votre production. Ou sinon, vous allez pouvoir relabelliser certaines données pour pouvoir intégrer la variabilité qui n'a pas été prise en compte lors du premier apprentissage. Je n'arrive plus à changer de slide. Ça vous permettra donc de vous améliorer en continu, en prenant en compte ce qu'on appelle chez nous la vérité terrain de l'opérateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir revalider ce que la machine a inspecté pour pouvoir aller vers toujours plus de performance. Toujours dans notre interface, vous allez pouvoir observer vos métriques de production, le nombre de KO, le nombre de OK, en fonction du temps, pour voir si vous n'avez pas une crise qualité, une dérive ou un autre problème de production. Tout ça, que ce soit la configuration, l'apprentissage, l'inspection et le suivi des métriques se fait à travers notre solution, à travers l'IHM et en local sur votre ligne de production. Donc pas besoin de passer par une solution SaaS, etc.
tout se fait à travers notre système. Donc pour parler juste des fonctionnalités de prise de vue, il y a aujourd'hui 2 différents types de fonctionnalités. Donc le mode expert de la Phosphor Cam. Le mode expert, en fait, il vous permet d'ajuster la lumière. Donc on le voit à gauche. Il vous permet d'ajuster la lumière de la lampe pour pouvoir mettre en exergue certains défauts de surface. Par exemple, les rayures, ou alors quand on a une pièce qui est brillante, on sait que la lumière rasante permet de mieux acquérir, de mieux mettre en valeur la pièce. Ouais. De mieux mettre en valeur la pièce. Et donc, vous avez vraiment une solution qui est modulaire. Vous pouvez, secteur par secteur, indépendamment les uns des autres, pouvoir ajuster la luminosité de la lampe. La deuxième fonctionnalité, c'est la lentille liquide. La lentille liquide, elle vous permet de régler la distance de mise au point afin d'accommoder votre champ visuel. Donc, en fait, votre champ de vision, pardon. Donc, en fait, vous avez une grande pièce, vous pouvez lever un peu plus la caméra, enfin, augmenter un peu plus la distance caméra-objet, et en même temps, jouer sur la mise au point pour avoir la capture la plus nette possible et augmenter les chances de pouvoir voir les défauts. Et de la même façon, si vous avez de toutes petites pièces, vous allez pouvoir vous rapprocher au maximum de la pièce tout en jouant sur la mise au point pour pouvoir voir les défauts les plus fins. En bref, par rapport à des solutions plus classiques de vision, notre solution va vous apporter de la flexibilité, de l'adaptabilité. Donc vous allez pouvoir la reconfigurer, l'installer vous-même, l'utiliser en autonomie. Elle est fonctionnelle à partir d'un petit échantillon de pièces, par comparaison avec d'autres solutions d'intelligence artificielle qui vous demandent de trier, de labelliser, etc. Nous, on part sur une trentaine de hoquets et 5 KO représentatifs. L'apprentissage est semi-autonome parce qu'il vous demande de labelliser les hoquets et les KO sur le premier apprentissage et peut-être si vous souhaitez améliorer les performances du système. Il a été pensé pour l'utilisateur, donc il ne nécessite pas de formation particulière ni d'expertise en IA ou en robotique. C'est vraiment un atout si vous souhaitez la réutiliser et reconfigurer. Et elle fonctionne localement, sans transfert de données. C'est-à-dire que vous avez la main sur vos données de production, elles restent en interne chez vous et vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette présentation. Oui. Si vous avez des questions par rapport à notre solution, vous pouvez contacter l'adresse ci-dessous. Sinon, vous avez nos LinkedIn à Lumna et à moi. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et on va passer aux questions. Je vois qu'il y a de l'activité dans le chat. Donc une première question, si on contrôle de très gros objets avec de nombreuses pièces, est-ce aussi optimal? Alors avec le bras robotique, vous allez pouvoir déplacer la caméra pour pouvoir faire différents points de contrôle sur l'objet en question, tout en ajustant, donc on déplace la caméra sur l'objet et aussi en ajustant en profondeur pour pouvoir faire le focus à chaque fois. Le focus est enregistré pour chaque point de contrôle. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui. Vous allez pouvoir suivre un programme d'inspection. En fait, le robot va se déplacer tout au long de la pièce. Mais est-ce que vous parlez quand vous dites de gros objets, c'est par exemple un badge de pièces en une seule fois, Audrey? Un gros sac, par exemple. Écoutez, un gros sac... Un gros sac, vous allez pouvoir faire plusieurs points de contrôle sur ce sac, typiquement. Peut-être le clip du sac ou la fermeture éclair, le cuir, et vous déplacer en fait autour de l'objet en un seul programme, et vous aurez en fait, vous allez répéter cette inspection sur chaque sac. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Audrey? Oui. Avec quel partenaire de capture d'image vous travaillez? Alors, quand vous parlez de partenaire de capture d'image, alors la lampe est propriétaire, la Phosphor Cam est propriétaire, donc c'est nous qui développons
tout l'éclairage qu'il y a derrière. La caméra n'est pas propriétaire, donc l'objectif n'est pas propriétaire. Après, c'est pas un partenariat, quoi. Enfin, aujourd'hui, pour premier produit, on a décidé de designer notre lampe complètement pour avoir la main en fait sur toute la capture, que ce soit sur l'éclairage ou sur la caméra. Donc en fait, le système de lampe caméra est designé par nous et fabriqué par un de nos partenaires. Au sein du système lampe caméra, si je peux donner plus de détails, c'est une caméra Bassler. Après, aujourd'hui, en vue d'un second produit, on réfléchit à pouvoir possiblement s'intégrer à d'autres systèmes de capture. Mais aujourd'hui, on propose la caméra à nos clients. Et notre partenaire, c'est I2S. Je ne sais pas si ça vous avance. Jonathan, est-ce qu'on a répondu à votre question ? Yousra, la position de la pièce doit-elle être toujours la même comme le bras est mobile ? Alors, l'avantage de l'IA, c'est d'être robuste à un peu de variabilité. Donc, on peut se déplacer de quelques centimètres en haut, en bas, à droite, à gauche, en fonction de la capture. Après, le robot va venir, enfin, notre IA et le robot va venir sur place et notre IA va retrouver la pièce. Donc, si cette variabilité est présente à l'apprentissage, normalement, on est robuste à la position lors de l'inspection. Le contrôle peut-il être sur des pièces en mouvement, en dynamique, une sangle en cours d'enroulage? Alors, aujourd'hui, on fait un contrôle à l'arrêt parce qu'on a un fonctionnement par points de contrôle. Donc, on ne fait pas de contrôle en dynamique. Après, c'est typiquement des choses qu'on peut étudier, notre cœur de métier étant l'intelligence artificielle. On a eu à un moment ce sujet de faire du contrôle vidéo sur lequel on a travaillé. Donc, c'est quelque chose qui peut être possible. Est-ce qu'il y a un lien? La question de Simon, c'est est-ce qu'il y a un lien avec la subjectivité humaine et les algorithmes d'IA sont-ils calibrés avec la métrologie dimensionnelle? Quand vous dites un lien avec la subjectivité humaine, je peux peut-être y répondre. Aujourd'hui, l'objectif de notre produit, c'était d'intégrer, on va dire, toute la subjectivité des opérateurs et de pas se baser sur une défautech. Parfois, on avait des défauts qui étaient laissés à l'appréciation des opérateurs et un défaut qui était contrôlé par l'opérateur était peut-être pas un défaut pour le qualiticien, etc., etc. L'objectif du coup de ces algorithmes d'IA, c'est d'intégrer toute cette subjectivité et d'avoir quelque chose de stable sur toute la production. On ne va pas venir faire du dimensionnel, c'est-à-dire donner des tailles sur chaque objet. On ne va pas venir faire de contrôle laser non plus, etc. C'est vraiment du contrôle visuel sur l'exemple de pièces présentées à l'apprentissage. Florian, pouvez-vous travailler en cloud ? Aujourd'hui, non. Tout fonctionne en local dans la machine. C'est l'avantage de notre solution pour des industriels qui ne voudraient pas passer par une solution SaaS. Ils vont avoir la parfaite maîtrise du système, la parfaite maîtrise des données, et tout se fait sur ligne de production. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'espère qu'on a répondu à toutes les questions précédentes. Est-ce que le modèle d'IA est portable ? Qu'est-ce que vous entendez, Simon, par portable ? À transférer à d'autres objets.
aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas transférer facilement le modèle d'IA à d'autres objets, des objets qu'on n'a jamais vus. Par contre, étant donné qu'on ne mobilise que très peu de pièces et que les apprentissages sont assez rapides, on vous conseille plutôt de faire un apprentissage qui est spécifique à l'objet que vous voulez avoir. Donc aujourd'hui, c'est pas transférable, mais en même temps, les temps d'apprentissage sont assez courts. Donc aujourd'hui, on est sur un apprentissage autour de 25 minutes. On est autour de 25 minutes pour réaliser un apprentissage. Donc ça vous donne quand même pas mal de flexibilité si vous changez d'objet. Comment être sûr que notre... Est-ce qu'on a répondu à votre question, Simon? Vous allez en fait avoir un modèle par objet sur la machine. Par référence. Par référence. Okay. Comment être sûr que votre solution fonctionne sur notre produit? Bah, si vous avez un cas d'usage aujourd'hui, que vous voulez tester sur nos produits, nous vous conseillons d'envoyer un mail à nos sales qui se feront une joie de vous répondre pour faire une étude. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités en termes d'accompagnement. On peut vous proposer une location pour que vous puissiez utiliser la machine, la tester et voir si elle atteint les performances requises dans votre industrie. Sinon, on peut vous proposer une étude où on vous accompagne, on capture les données avec vous et on évalue les performances de notre intelligence artificielle. Ou sinon, un achat, et dans ce cas-là, il faudra se tourner vers nos commerciaux. Pas de transfer learning pour l'instant. Je vais laisser Lubna y répondre, qui est beaucoup plus compétente que moi. Non, on n'en voit pas beaucoup l'intérêt pour l'instant, en tout cas pour toutes les problématiques qu'on a eues face à nos industriels, qui nous ont été posées par nos industriels. On n'en voit pas d'intérêt pour l'instant. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les temps d'apprentissage sont relativement courts. Et donc, les temps d'apprentissage sont relativement courts, et donc on peut se permettre de pouvoir relancer des apprentissages pour chaque référence produit que l'on a. Comment certifiez-vous que les 35 premières pièces sont les bonnes pièces référentes? Alors, c'est, on va dire, à la charge de notre client qui va configurer la machine. Il va les sélectionner vis-à-vis de sa production. Le mieux, c'est de prendre les pièces qui sont en train d'être produites pour être au plus proche de la vérité terrain. J'ai envie de dire, plus il y a de données capturées, aujourd'hui on est sur un minimum de 30 pour atteindre des perfs acceptables, mais mieux c'est. Donc c'est-à-dire que plus vous multipliez les captures, plus le modèle va affiner ses performances derrière. Donc comment certifiez-vous que les 35 premières pièces sont les bonnes pièces référentes? On veut juste s'assurer que parmi les 35, il y en a 30 qui sont considérées comme étant conformes par notre client, et 5 qui sont considérés comme étant non conformes par le même client. Donc c'est une charge à notre client de nous fournir ces pièces-là. Aujourd'hui, pour ajouter un peu par rapport à ce que disait Luna, le fonctionnement de nos modèles fait qu'on est conservatif sur les performances en début de production. C'est-à-dire qu'on va venir biper quand le défaut est trop important. Ça vous permettra ensuite d'ajuster. Êtes-vous capable de travailler avec des miroirs pour visualiser le top et la périphérie d'un produit? Donc, c'est-à-dire prendre la capture à travers un miroir qui renvoie sur l'objet, si j'ai bien compris la question, Antoine. Oui, par exemple. Typiquement, si la capture ne change jamais, et si l'objet est toujours derrière ce miroir, et si, on va dire, votre set de données initial est toujours le même, oui, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait étudier, on va dire, sur la partie intégration, etc. Mais ce serait intéressant, en tout cas. Si vous avez un cas d'usage avec des miroirs, n'hésitez pas à revenir vers nos sales. Encore une fois, ils se feront une joie de vous accompagner pour faire une étude, pour voir la faisabilité sur ce genre de problématiques-là. Là, ça va être des problématiques plus on va dire, d'intégration que vraiment d'IA. À partir du moment, on va dire, où
défaut est visible sur l'objet à travers le miroir par notre caméra, normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle peut être déployée avec d'autres systèmes de vision ou Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose, je réponds à la question de Simon, est-ce que la partie logicielle peut être déployée avec d'autres systèmes de vision? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on étudie pour l'année 2023. Aujourd'hui, on est parti sur un produit clé en main pour que ce soit le plus facile et adaptable pour nos clients. C'est des choses qu'on étudie, qu'on étudie pour bientôt. Et typiquement, si vous avez ce genre de problématique, c'est des choses, travailler avec d'autres systèmes de vision, où on aimerait beaucoup travailler avec vous pour connaître vos problématiques, votre cas d'usage, votre intégration, etc., etc. Quelle est la distance standard de votre caméra avec le produit? Ça dépend énormément de ce que vous voulez voir. Vraiment, avec la lentille liquide, on peut se rapprocher énormément du produit. Par exemple, on peut faire des produits de quelques centimètres, voire millimètres en termes de taille, comme on peut faire des produits qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus imposants. Il faut néanmoins garder en tête que plus le produit est grand, enfin, la caméra a beau être, la lentille a beau être liquide et pouvoir s'ajuster, plus le produit est grand, plus on doit se mettre loin et qu'on veut visualiser l'intégralité de la pièce, plus on doit se mettre loin, et dans ce cas-là, la résolution finale est plus petite. Mais sinon, en fait, on peut vraiment venir coller au produit pour avoir une lumière rasante, notamment sur des fards à paupières, pour être sûr de ne pas avoir de rayures, comme on peut être assez éloigné du produit pour des produits qui sont beaucoup plus grands. Donc il n'y a pas de distance standard, ça dépend de votre cas d'usage. Avec on va dire, sans lentille liquide qu'on a fait pour le luxe, on est autour d'une dizaine de centimètres pour pouvoir... Ouais, une dizaine de centimètres, pardon, désolée. Une dizaine de sans le produit, sans la lentille liquide, on est à peu près à une dizaine de centimètres du produit. La lentille liquide, on peut vraiment se rapprocher et affiner encore plus les détails qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Est-ce qu'on a répondu à tout le monde? Est-ce que nos réponses vous allaient? Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là si personne n'a plus de questions. Bah écoutez, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Une très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci Jonathan, Antoine, Audrey, Simon, Maxime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. On vous enverra la presse par la suite, ou à contacter nos commerciaux si vous avez un projet, un cas d'usage à étudier. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.